mes chers amis, les chers invités qui nous ont fait l'honneur de venir assister au lancement de Sunu Gis Gis, nous vous saluons très chaleureusement. Salut également la presse présente ici. Sunu Gis Gis, c'est une expérience que nous sommes en train de lancer en tant que think tank pour essayer d'analyser ce qui se passe, de comprendre la société, de comprendre la situation globale, le contexte international, de comprendre le pouvoir. Et nous avons commencé par analyser l'an 1 de la gestion du nouveau pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, en invitant des chercheurs, des experts de leur domaine, dans le domaine politique, économique, dans le domaine des institutions publiques. Je salue certains qui sont là et qui sont bien reconnus, Nasser, dans le domaine de la presse, dans le domaine diplomatique, de la santé et bien sûr des droits de l'homme. D'abord, parler de la délocalisation, parce que le lancement n'était pas prévu ici. C'était prévu au bureau régional du Haut Commissariat des droits de l'homme aux Almadies. Mais à la suite d'une charge particulièrement féroce sur la société civile et sur les militants des droits de l'homme, j'ai reçu un coup de fil hier pour me dire que le climat est tel qu'à Lyon, nous voulons éviter les risques effectivement d'un incident diplomatique. Et donc hier, à partir de 10h, 11h midi, on a cherché et nous remercions la Fondation Friedrich Ebert qui a accepté de nous recevoir ici. C'est comme ça que nous sommes venus ici. Et en parlant des droits de l'homme, c'est extrêmement important parce que notre pays est fondateur en matière de droits humains. C'est dans ce pays-là, avec les Kéba Mbaye, les Ibrahima Fall, les Jacques Baudin et d'autres Africains, qu'on a drafté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du temps de Senghor. Les droits de l'homme ici, c'est une référence au Sénégal. Et le Sénégal aussi est le premier pays à avoir une institution nationale des droits de l'homme en 1974. Il faut assurer ces continuités. C'est extrêmement important de l'assurer parce que les droits de l'homme ne sont pas antinomiques à la démocratie. Les droits de l'homme, c'est, comme on dit, le code d'accès à la démocratie. Et ça, c'est quand même un grand constitutionnaliste qui le dit. Et je le répète. Il dit que les droits de l'homme ne sont pas un obstacle à la démocratie pour deux raisons. Il s'agit de Dominique Rousseau. Il dit ils sont une condition essentielle, consubstantielle de la démocratie. Parce que les droits de l'homme construisent la figure du peuple. Ils définissent chaque individu comme sujet de droit, fondant ainsi la légitimité du peuple démocratique. Les droits de l'homme
construisent l'espace public. Ils garantissent un cadre relationnel où le débat, l'expression et la délibération peuvent exister. Et puis enfin, il faut quand même lire l'acte 1 du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on commence par quand même mettre en garde contre le mépris et la méconnaissance des droits de l'homme qui ont été à la source des pires crimes que nous avons connus dans l'humanité. Rappelez quand même 1948, après 1945, qu'on a adopté la Déclaration universelle de 1948, dont nous sommes aussi partis. C'est important de le dire parce que dans beaucoup de régimes aujourd'hui, on est en train de dire que les droits de l'homme sont une entrave à la démocratie. Et dans la plupart de ces régimes, certaines institutions qui sont des institutions de contrôle, la justice, la presse et la société civile sont souvent dénoncées. Ça veut dire les corps intermédiaires. Et nous avons des régimes de plus en plus autoritaires et des régimes illibéraux. Je rappelle que le Sénégal est devenu une société démocratique. C'est pour ça que nous avons cette tension entre, si vous voulez, ces tendances autoritaires, illibérales qui se manifestent et la résistance. Et je reviens sur la question de la résistance. C'est très important parce qu'elle est valorisée dans ce pays. Elle est valorisée parce que Cynthia Fleury dit que le courage est la meilleure et la première des vertus démocratiques. Il s'oppose à la logique utilitariste et au calcul coût-bénéfice dominant nos sociétés. Problèmes financiers qui ont été posés. C'est un idéal qui permet de maintenir le respect, la dignité et l'humilité. C'est important parce que le problème que nous avons et qui a été évoqué, c'est un problème tout simplement de lien, un problème de communication entre gouvernants et gouvernés. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est un problème qui est structurel à la démocratie. C'est l'entropie démocratique. L'entropie démocratique qui vient d'où? Qui vient de ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. J'ai ma majorité, je suis légitime, je suis élu, donc je dois avoir un chèque en blanc pour faire ce que je veux. Ça fait partie. C'est vrai que Rosan Vallon l'a dit. On vous donne une autorisation à gouverner, mais vous n'avez pas de code de la route. C'est ça, les faiblesses de la démocratie représentative. Maintenant, d'où peut venir un horizon de progrès pour la démocratie? Est-ce qu'il faut l'attendre de l'exécutif? Parce qu'une fois, effectivement, qu'ils arrivent au pouvoir, on commence à vouloir conserver le pouvoir et le conserver par tous les moyens. Nous en avons vécu les conséquences chaotiques et terribles entre 2021 et 2024. La tyrannie de la majorité, je reviens sur ça. Et l'horizon, est-ce que ça peut venir du législatif? Non. Les constitutionnalistes disent que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont soudés. C'est un bloc de pouvoir. D'où ça peut venir? Du judiciaire.
D'où ça peut venir? Du citoyen qui s'organise à travers des organisations de la société civile que nous connaissons. Et quel est le rôle? C'est eux qu'on considère un peu comme l'œil du peuple. Le rôle, c'est de contrôler les gouvernants par rapport aux promesses qui ont été faites pour gouverner. C'est ce que fait la presse, les médias. C'est ce que font les organisations de la société civile. Maintenant, comment régler cette question? Régler cette question, c'est la démocratie délibérative, la démocratie de la palabre que nous connaissons. La démocratie de la reconnaissance de l'autre, la démocratie du lien social, la démocratie de la communication avec toutes les institutions, avec le peuple. Et il me semble que ce déficit de communication, si on ne le règle pas, parce qu'il faut revenir sur le concept d'autorité. Autorité d'ailleurs comme institution invisible. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la coercition. C'est une autorité morale, politique, reconnue, acceptée. C'est extrêmement important. Une légitimité acceptée par les autres, qui suscite respect. C'est ce que nous donnons, par exemple, l'autorité religieuse. L'autorité religieuse vous parle, vous écoutez, c'est comme ça, vous acceptez. Il nous faut construire cette forme de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, pour que le pouvoir ne soit pas seulement un pouvoir de coercition et un pouvoir de punition. Et en tant qu'organisation de droits de l'homme, nous revenons sur ce qui est essentiel. Parce que les droits humains, pour ceux qui les connaissent, c'est au-dessus de l'état de droit, c'est au-delà de l'état de droit, c'est au-delà de la loi. Droits de l'homme, c'est au-delà de la loi. C'est très important d'y revenir. Parce que tous ces temps-ci, effectivement, la défense des libertés fondamentales, ça c'est le premier amendement aux États-Unis. La liberté fondamentale, surtout la liberté d'expression, la question des insultes, notre position, c'est que nous abhorrons les insultes. Celui qui m'insulte, effectivement, je le bloque. Mais également, quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux dérives, par rapport aux fake news, par rapport effectivement à tous ces éléments qui sont des éléments toxiques? Et ça, c'est important. Je pense que les experts sont là pour en parler. Nous faisons la différence par rapport à la liberté d'expression, par rapport à une démocratie du face-à-face, une démocratie radicale. Faut-il avoir recours uniquement à la prison? Surtout dans une démocratie où, si vous regardez les gens qui vont en prison pour la liberté d'expression ou la liberté d'opinion, c'est les opposants. Ça pose des problèmes. Donc, comment trouver une solution qui ne soit pas systématiquement la prison? Il me semble que ça, c'est la bonne question. Dire à Alioune, voilà, vous, quand on vous insulte, vous bloquez. Oui, je bloque, mais je ne mets personne en prison. Donc, il faut faire en sorte que, et là, nous le disons, que les gens qui sont en prison pour délit d'opinion, nous le disons ici, nous le répétons, nous l'assumons, il faut les libérer. Il faut les libérer et il faut qu'on discute, qu'on délibère pour trouver quelles sont les solutions les plus humaines, les plus acceptables, les plus pédagogiques qui peuvent avoir de l'impact pour notre société. C'est d'abord tout simplement de donner de la substance au débat politique. Le débat interpersonnel, à n'en plus finir,
exprime tout simplement une véritable régression de notre démocratie. C'est par rapport à cette situation où nous disons, tiens, il faut donner de la substance, il faut discuter de l'économie, parce que l'économie est en panne aujourd'hui, pas seulement au Sénégal, mais un peu partout. Il faut discuter de la démocratie, parce que la démocratie est en panne aujourd'hui, pas seulement chez nous, mais un peu partout dans le monde. Mais puisque nous sommes un modèle, quelle peut être notre contribution en tant que Sénégalais pour développer cette démocratie qui est devenue universelle? C'est ça les questions que nous nous posons aujourd'hui. Comment pouvons-nous puiser dans nos ressources les plus profondes, dans nos valeurs à nous, pour dire, écoutez, avec ces valeurs, nous pouvons améliorer la démocratie? Je pense que ça, c'est une perspective qui se pose à nous en tant qu'Africadium Center. Enfin, je voudrais quand même remercier très chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont contribué vraiment à ce travail fantastique, qui ont accepté. Et nous allons continuer à solliciter vraiment nos sages. Je suis très content que mon ami le recteur soit là. On travaille ensemble déjà. Et on va continuer à travailler ensemble, vraiment à travailler avec toutes les personnes qui sont désireuses de faire avancer par les idées, ça c'est important, par les idées, vraiment notre démocratie, notre transition. Et nous tous, et ça vraiment je le constate quand je discute avec tout le monde, franchement les Sénégalais veulent que cette transition réussisse. Et il faut que les autorités et les partis n'abusent pas de la tyrannie de la majorité, qu'ils établissent des liens. Oui, parce que nous sommes des frères, des liens fraternels. Voilà. Et qu'ils discutent, qu'ils usent et abusent de la palabre. Ce sont ces liens qui nous permettent de nous comprendre. Parce que quand même, il y a beaucoup de mécompréhension par rapport à beaucoup de segments de la société. Mais à partir de ce moment, il faut diagnostiquer ça comme une pathologie. Et quelle est la réponse? Nous asseoir, discuter. Renforcer notre unité par rapport vraiment aux vulnérabilités que nous avons. Vous savez, il y a des forces obscures. Et ces forces obscures sont à nos portes. Quand un État est vulnérable, ils en profitent. Quand un État, une société est divisée, ils en profitent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'unité. Je vous remercie.